Audio Jungle. On a souvent besoin du plus petit que soi. C'est avec cette maxime signée Jean de La Fontaine que nous allumons les projecteurs sur un nouvel épisode de Plateau Foot Europe. Nous faisons le point sur les dernières rencontres de la 6e journée des qualifications mondiales Qatar 2022. Cas de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre, puis de l'Allemagne. Ce sera dans la première partie de l'émission. La seconde traite les affiches des majeurs de retour cette fin de semaine avec justement le grand comeback de la superstar portugaise Cristiano Ronaldo du côté de Manchester United. Autour de moi dans le studio Messanyame, un grand amoureux de la Maison Blanche, Vicente Noussoulé. Est-ce que le mariage est déjà scellé ou pas? On ne sait pas. Bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour. Vous confirmez le mariage? Pour la vie. C'est pour la vie. Hein? Pour la vie. Comment portez-vous? Blanco pour la vie. Donc, oui. Voilà, c'est un plaisir encore une fois d'être à ce plateau pour servir tout simplement les auditrices et les auditeurs. Ah oui, il précise auditrice et auditeurs. Merci à toi également. On salue le deuxième invité. Lui, son cœur bat pour l'OM, le seul club champion d'Europe du côté de l'Hexagone. Bonjour Sero Etchebitengue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de PFE. Le Classico Paris Saint-Germain-Marseille, vous le voyez déjà comment perdu d'avance? Non. L'OM ne s'est jamais avoué vaincu d'avant-match. C'est sur le terrain. Malgré les superstars parisiennes. On s'en fout, pas mal de ces stars. Il a lâché le mot. Nous, on a une équipe et voilà. Merci d'être là. Merci à toi aussi. Troisième et dernier invité sur ce plateau, il vaut un culte pas incomparable, on pourra dire, à Pep Guardiola, même s'il ne l'avoue pas. Peut-être à Arteta également. Oh, il rit. Delano Fatigue pour nous. Bienvenue, bonjour. Merci Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas? Je vais très bien, beaucoup mieux. Hein? Ah oui, ouais. Merci d'être là. Merci également pour l'invitation. C'est un plaisir. Ce numéro 675 est mis en vidéo par Elom Adovon, mise en onde Sa Majesté Pélagie Mekoum. C'est le moment où le foot européen prend le pouvoir sur Sport FM. Salut sportif à toutes et à tous. Excellente réception. Et nous démarrons avec les qualifications mondiales Qatar 2022. Oui, on parle de la zone Europe avec une ribambelle de matchs. On va simplement s'intéresser aux majeurs ou bien aux sélections qui regroupent les majeurs dans cette émission avec le groupe I de l'Angleterre. La dernière fois, cette sélection des Three Lions a fini par un match nul, 1-1 face à la Pologne d'Elanov. Oui, cette équipe de l'Angleterre face à la Pologne, on parlait de match choc puisque les deux sélections dans cette poule-là étaient, on pourra dire, les gros cadors, bien les cadors de ce groupe-là. Oui, naturellement, la Pologne, surtout avec Robert Lewandowski désormais, parce que c'est quand même une personne ou encore une machine à but. On le connaît très bien du côté de la Bundesliga et puis aujourd'hui avec sa sélection, même si on sait que avec cette sélection polonaise, ce n'est pas vraiment ça. Mais il est peut-être mieux, pas bien entouré. On pourra dire oui, pas bien entouré en sélection. Parce que déjà, quand vous prenez des joueurs comme Krikoviak dans le temps, ce n'est pas vraiment ça de la cabine de Thomas Müller, par exemple, en termes d'efficacité. Maintenant, avec cette équipe polonaise, on sent qu'il y a un travail qui se fait, mais malheureusement, c'est quand même Robert Lewandowski qui tend vers la fin avec cette sélection. Mais la dernière fois, on a vu, quand vous avez un adversaire comme Robert Lewandowski, il va falloir compter avec lui jusqu'à la fin des temps réglementaires. L'Angleterre se croyait déjà avoir vaincu cette équipe polonaise, mais à la fin, la gâchette facile est encore sortie par là pour égaliser. Et à la fin, on a vu un score de parité, 1-1. Pour moi, c'est logique, quoi qu'on dise, c'est logique avec la prestation de cette équipe anglaise qui n'est toujours pas constante dans le jeu, qui connaît parfois des creux dans ses rencontres. Et à la fin, on a vu que cette inefficacité-là du côté des Three Lions, ça s'est payé cash à la fin du match. Et surtout qu'au classement, même si certes l'Angleterre prend 1 point, ça lui permet de prendre, on pourra dire, les commandes de cette poule I avec 16 unités. Et puis la Pologne qui regresse, qui se retrouve à la 3e place avec 11 points. L'Albanie qui est
peut-être entre les deux qui va jouer au trouble fête jusqu'au bout. Il reste encore 4 journées dans ces différentes poules. La poule J de l'Allemagne, non plutôt pas Delanov, mais plutôt Vicente, qui s'est baladé, on pourra dire, devant l'Islande. 4-0, 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé pour Hansi Flick. Comment vous jugez ces débuts? Rapidement, avant de rebondir par rapport à cela, j'aimerais bondir par rapport à ce que Delanov a dit. Je pense qu'aujourd'hui, la Pologne n'est quand même pas aussi une équipe, celle des moindres, pour se faire ridiculiser devant, c'est vrai, une Angleterre qui, quand même, depuis un certain moment, avec Gareth Southgate, est en train de tout simplement évoluer. D'ailleurs, cette Pologne-là n'a pas vu Lewandowski, comme il le disait, égaliser le but. C'est un autre joueur qui a tout simplement égalisé ce but-là à la 89e minute. Surprise d'ailleurs, après l'ouverture du score et par le truchement de Harry Kane. Maintenant, par rapport à l'Allemagne, je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne est dans une nouvelle ère avec Hans-Dieter Flick qui aujourd'hui a apporté tout simplement un nouvel souffle à cette équipe, un nouveau souffle à cette équipe-là. Et qu'on voit aujourd'hui Timo Werner qui aujourd'hui est en train vous l'appelez et puis vous souriez, c'est quoi le souci? Est en train de laisser ses mauvaises habitudes, ses nonchalances devant le but. Comment s'explique il est face à un but tout seul et puis il rate quand même des buts incroyables? Oui, non, mais c'est beaucoup plus avec Chelsea qu'on l'a connu comme ça. Mais parce que quand il était au niveau du RB Leipzig, c'était un joueur qui marquait but sur but. Raison pour laquelle Chelsea l'a transféré. Pour laquelle Chelsea l'a transféré, mais chez les Blues, on sent que c'est pas encore ça, quoi. Ou bien le bleu, il n'aime pas le bleu. Bon. Évidemment, Delanov a dit quelque chose de si important. Avec le RB Leipzig, c'était quand même 95 réalisations sur 150 matchs. À moins de 3 saisons. À moins de 3 saisons. À Chelsea, il peine à retrouver ses habitudes. Et aujourd'hui, avec l'Allemagne, c'est quand même 41 sélections, 19 buts. Déjà. Donc, je pense que, avec l'Allemagne, ça peut aller bien. Plutôt mieux avec Hans-Dieter Flick maintenant par rapport à ce que l'Allemagne est en train de faire. Ce n'est pas étonnant parce que 12 buts émis, 15 points 0 déjà. encaissé, 15 points déjà sous l'ère Hans-Dieter Sur 18, oui, mais sauf que le piège, c'est que c'est contre l'Arménie, l'Islande ou encore un équivalent des îles Féroé, les Kosovo. Donc, c'est aussi ça le piège. Il va falloir que l'Allemagne ne se voit pas trop belle. Pour peut-être fléchir devant les grandes nations à l'avenir. Mais pour le moment, je pense que tout va bien. Et Serge Gnabry et la reconstruction est en route. D'accord. Côté allemand avec Hans-Dieter Flick, vous parlez de ces équipes-là comme Liechtenstein qui sont dans le groupe de l'Allemagne. Bon, de toutes les façons, ils ont 15 points, 4 points de plus que l'Arménie qui est deuxième. Donc, naturlich, l'Allemagne devrait, avec les jours à venir, se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Et l'on enchaîne avec la poule D de la France qui se relance après 5 matchs consécutifs sans victoire. C'est Griezmann, le talisman de Didier Deschamps en l'absence de Giroud. Oui, Didier Deschamps et Griezmann qui étaient mis sur la scène par rapport aux critiques. Mais non, je l'avais dit la fois dernière ici que Didier Deschamps doit réagir tactiquement. Et on l'a su avec les joueurs qui avaient occupé leur poste de prédilection. Quand on prend Léon Dubois sur le latéral droit, on a Hernandez qui a fait une très belle partie. Qui pour sa première a répondu par rapport à sa performance. Je crois que Didier Deschamps Vous saluez également le duo Benzema-Griezmann, non? Oui, ça a bien marché avec des combinaisons pas possibles dans la surface des réparations. En tout cas, le premier but, il est formidable. L'extérieur du gauche, intéressant. Une très belle combinaison qui finit avec un but. Avec ce but de Griezmann, où on a eu également le retour de Karim Benzema au stade lyonnais. Exact. Pour moi, ça a été une belle réaction, histoire de clouer un peu le bec aux médias français. Je crois que la France mais ils sont dans leur rôle, mon cher Serrault. Oui, mais quand même, parfois, on en fait trop. On en fait trop. Critiquer cette équipe française, même si sur ces 2 rencontres précédentes, on n'a pas vu le résultat. Il fallait tout simplement être patient. Et la patience, il en suffrait. Quand vous prenez Varane dans les vestiaires, enrager ses coéquipiers, cela va sans dire que la cause, elle est très, très importante. Et voilà la victoire qui s'en est suivie. Je crois que la France a déjà sa qualification, si ce n'est encore négocié des rencontres. Et maintenant,
Il faut mettre une équipe digne de ce nom sur le papier et aller chercher cette Coupe du Monde-là, histoire de rentrer dans l'histoire avec le doublé. Oui, pourquoi pas. En tout cas, ça risque d'être assez laborieux pour Didier Deschamps et ses hommes. On rappelle qu'avec cette victoire, la France prend la tête de la poule D avec désormais 12 unités, 7 de plus que l'Ukraine. Donc rien ne peut arriver quand même à ces Bleus. On va enchaîner avec la poule C de l'Italie, mon cher Delanov, qui s'est baladé face à la Lituanie. Après le nul face à la Suisse, 0-0. Moïse Kean est passé par là avec un doublé. Avec un doublé, il fallait le faire. C'est le nouveau Balotelli? Attendons de voir, parce que lui-même, avec sa morphologie et puis sa puissance qu'il dégage, on sent véritablement que c'est un jeune joueur qui a encore une palette de progression. Maintenant, si vous prenez cette équipe de l'Italie, elle surfe tout simplement sur cette bonne lancée-là, juste avant l'Euro, durant l'Euro. Ça fait quoi, 29 matchs 30 matchs 37 matchs sans défaite. Sans défaite aujourd'hui avec Roberto Mancini. Wow. Je crois que le technicien transalpin est en train de tout simplement redorer son blason, parce qu'on sait que entre-temps, avec les clubs, il a connu pas mal de mauvaises postures avec des prestations ou encore des résultats qui n'étaient véritablement pas élogieux, et on sent véritablement qu'avec la nationale, il revient très bien avec des joueurs qui se sont véritablement concernés par ce projet-là également. C'est vrai qu'il y a des papis derrière, avec Giorgio Chiellini ou encore Leonardo Bonucci, mais c'est quand même un technicien qui a réussi à injecter de son œuf, à savoir... Le fait de respecter ces anciens-là, ça lui donne, on pourra dire, du crédit. Ça lui donne également du crédit, parce que derrière, on sait que oui, il y a de jeunes défenseurs italiens, à savoir Romagnoli, mais ce n'est pas vraiment ça. Mais quand vous comptez avec ces papis-là, vous savez qu'il y a de la sérénité, il y a de l'expérience tout simplement. Et puis, ce sont ces joueurs-là qui amènent cette jeune génération-là, qui ne boude pas également et qui se donnent sur le terrain. Je crois que c'est tout bénéf pour toute l'Italie, parce qu'on sait que c'est une très grande nation de football qui revient très bien sur la scène mondiale. Le football latin, l'Italie qui est en pole position, 14 points. Et derrière, c'est la Suisse qui suit avec 8 unités. Et l'on termine le tour des qualifs zone Europe avec le groupe B de l'Espagne qui, la dernière fois, a cartonné contre la Géorgie, 4-0 avec des réalisations signées Gaïa, Soler, Ferran Torres et Pablo Sarabia. Oui, aujourd'hui, l'Espagne, d'abord, avant ce match, l'Espagne s'est fait peur contre la Suède, on se rappelle. Donc, elle a été battue. Sortez le mot, 2-1. Elle a été battue 2-1. Donc, c'était tout simplement une occasion pour l'Espagne de se rattraper. Je pense que pour cette dernière journée, les équipes ont été plus ou moins modifiées. Il y a eu des jeunes qui ont été beaucoup plus injectés. Quand on prend l'Italie, on a vu quand même que les deux papillons de la Nord n'étaient plus là. Il y avait Bastoni et autres. Voilà, et donc je pense que cette dernière journée a permis quand même à ces équipes-là de revoir un peu le tréfonds de leur banc. C'est très important. Et surtout avoir des résultats. Surtout avoir des résultats. Il faut aussi préparer en même temps la relève. Et c'est ce que tout simplement l'Espagne, l'Italie, la France même, on a vu que la France a fait sans des joueurs comme Mbappé, par exemple. Des joueurs comme Carlos Tchouaméni qui ont été injectés. On a vu que la France a fait sans Mbappé, sans N'Golo Kanté. Les Bleus, on a toujours des joueurs. N'est-ce pas? Il y a toujours des joueurs, sauf que pas forcément de la trempe de Kylian Mbappé. Donc, félicitations à l'Espagne. Félicitations à l'Espagne pour cette victoire-là. Je pense que rendez-vous un mois après. Exactement. Pour la 7e journée, nous rappelons que dans toutes les poules, on aura encore 4 journées à disputer pour faire le compte définitif et voir les pays qui seront qualifiés pour Qatar 2022. Et on va finir en parlant du groupe B justement avec le récap. L'Espagne est toujours devant avec 13 points, 9 pour la Suède qui est classée
Deuxième, finito, justement pour les qualifications. Ça, on finit justement pour la première partie et on enchaîne avec la seconde, avec désormais les majeurs qui démarrent cette fin de semaine. Première escale au pays de Gordon Banks, champion d'Europe en 1968. Première Ligue Express News. On pourra dire l'affiche la plus attractive, même si on n'aura pas 2 cadors sur le papier, c'est Manchester United j'ai envie de le dire, Cristiano Ronaldo, voilà, qui sera face à Newcastle à Old Trafford. Alors, Alain Saint-Maximin. Vous n'êtes pas sérieux. Delanov, pourquoi ce match, on pourra dire, est tellement très attendu par les férus du football européen, même mondial, on peut dire. Mondial. C'est Vicente et c'est pas Delanov. Non, c'est Vicente. Ouais. C'est Vicente, vous êtes juste à côté de Delanov. Ah oui, je pense plus sérieusement que ce match est le plus attractif, comme vous l'avez dit, parce que c'est quand même Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui, le plus grand peut-être de tous aujourd'hui, qui est en train de vouloir fouler le sol de Manchester United depuis qu'il a quitté. Ça fait quand même 18 ans après qu'il revient tout simplement à la maison. Il a dit dans son interview hier que les gens savent que là c'est sa maison, qui parle de l'âge, mais selon lui que l'âge n'est qu'un chiffre, qui le démontre à chaque jour que Dieu fait. Donc je pense aujourd'hui que c'est Cristiano Ronaldo qui va quand même jouer pour Manchester United contre Newcastle, c'est vrai, mais qui attire beaucoup plus d'envie parce que quand on sait que c'est quand même le joueur le plus influent aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face quand on concorde aujourd'hui, c'est là et c'est tous ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y a pas photo. Donc je pense que aujourd'hui Cristiano Ronaldo est l'appât, le nouvel appât, si on peut le dire, de la Première Ligue. Et je pense que c'est ce que ce championnat, même si aujourd'hui ce championnat, il demeure ce qu'il est, a manqué un peu plus plusieurs années. On a une star de plus. Voilà, on a une star de plus. C'est vrai que la Première Ligue n'a pas forcément besoin de stars pour briller. Mais aujourd'hui... Non. Vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Allez-y. Mais la Première Ligue, même si c'est le championnat le plus suivi, il faut des stars. Et les stars, ça n'a jamais manqué en Première Ligue. Mais que la Première Ligue n'a pas besoin de stars, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Vicente. La Première Ligue n'a pas besoin de stars pour briller. Mais ce championnat l'a démontré pendant plusieurs années. Tous les championnats ont besoin de stars pour briller. Non, pas forcément. À plus forte raison, depuis que Cristiano avait... Le championnat italien, avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, ce championnat était en dessous durant des bonnes années. Mais à l'arrivée de Cristiano, on a vu ce que ça a donné. On parle du championnat italien. Je ne refuse pas. Je te parle quand même du championnat le plus suivi et du plus grand championnat du monde entier qui est la Première Ligue. Aujourd'hui, la Première Ligue, on sait que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, il n'y a pas eu de star en tant que tel. Mais ce championnat a toujours brillé. Ce championnat a toujours surpassé les autres. Donc aujourd'hui, l'arrivée de Cristiano constitue quand même le cerise sur le gâteau. Plus ce n'est pas forcément l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui va venir relever ou révéler ce championnat aux yeux du monde entier. C'est un plus. Donc, son arrivée constitue quand même un nouvel appât pour ce championnat-là, quoi qu'on dise. Et voilà, on attend de pied ferme ce match-là contre Newcastle. Sans oublier ce samedi. Son premier match officiel sous les couleurs red, c'était quand même contre Newcastle. Comme l'histoire est têtue. Il a fait vue triple contre Newcastle. Donc, on attend de voir signe prémonitoire. 18 ans après, il va pouvoir... On attend de attendez voir un doublé. Peut-être il a passé sa journée dans l'église, pourquoi pas. Ici, elles sont fermées. Manchester United face à Newcastle United, justement, ce sera ce samedi. On aura également Leicester, 9e au classement face à Man City. Crystal Palace face à Tottenham, qui est le leader de cette Première Ligue après 4 journées. On attend de voir la suite. Arsenal. C'est en attendant. Arsenal, merci beaucoup. En attendant. Arsenal, le dernier, qui joue contre Norwich 19e, le choc des mal classés. Oui, le choc des mal classés. Hier, on a vu sur une plateforme, quelqu'un avait partagé les affiches du week-end sans que Arsenal n'ait un adversaire et j'ai réagi tout de suite. Et je me suis dit, pourquoi les gens font
comme ça Arsenal, mais attention, vous savez, les grandes équipes ne meurent pas. C'est vrai que cette équipe des Gunners traverse une impasse, mais disons-le, cette équipe va revenir, mais à quand on ne sert pas. Oui. Maintenant, ce sera face à Norwich City, qui ne va pas bien également. Je crois que c'est le moment de pouvoir redonner un petit sourire aux Gunners. Pourquoi pas à 4 journées à Julien Wolf, il là-bas, et puis 0 points. Et puis et les autres. Mais ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ça commence déjà, comme ça, il faut avoir le courage de le dire, de pouvoir repenser véritablement ce qui doit être fait du côté des Gunners. Parce que Arsenal, c'est quand même une équipe. Quoi qu'on dise, tout cas, en Angleterre, qui a une histoire, oui. et donc il faut véritablement mettre les bouchées doubles, surtout du côté de Mikel Arteta. Il va falloir trouver un autre discours pour pouvoir remotiver ce groupe-là qui est tout simplement à la dérive, totalement pour qu'au moins on puisse engager les 3 points à la 5e journée. Pourquoi pas les 3 premiers points pour les hommes de Mikel Arteta, qui est sur une sellette, quoi qu'on dise du côté d'Arsenal, parce que ça fait 3 journées, 0 points. Vous voulez réagir sur le cas pour un sursaut d'orgueil? Oui, par rapport à son arrivée, on avait cru qu'il allait transmettre tout ce qu'il a eu appris du côté de Pep Guardiola. Est-ce qu'il a vraiment appris auprès de Guardiola? Il a appris, mais il a appris quoi? Moi, je ne pense pas. Non, quand même. Il y a beaucoup de personnes qui tournent autour de Guardiola. On a vu le jeu d'Arsenal. Déjà, à son arrivée, on a vu le jeu d'Arsenal. Vu que l'effectif n'était pas tout à fait au top, surtout au niveau de la défense avec David Luiz et autres, il ne pouvait pas faire la magie. C'est l'effectif. Lui, il est toujours en vacances. Oui, quand on prend l'équipe d'Arsenal, pour moi, le problème, c'est au niveau de la défense et surtout au milieu de terrain. Même si on a fait des recrutements avec... Il n'y a pas de playmaker véritable côté Arsenal. Oui, c'est pas Smith Rowe qui va faire le boulot pour Aubameyang, Bukayo Saka, Lacazette. Certes, on a des joueurs offensifs sur qui on peut toutefois se baser, mais... pour vous, l'effectif n'est pas équilibré? L'effectif n'est pas équilibré, surtout défensivement. Et surtout Ben Leno également, qui, le gardien, n'est pas également dans les meilleures formes. Aujourd'hui, c'est très facile de désengager Arteta de tout ce qui se passe. Il est responsable. Aujourd'hui, il est responsable à 50 ou 60% parce que, vous savez, je me rappelle de quelle équipe, comment il s'appelle, l'Argentin de Nice là. Oui, Marcelo Bielsa. Mais avec quelle équipe Marcelo Bielsa est en train de faire la magie? Écoutez, comparé à Arteta avec Marcelo Bielsa, Marcelo a plus d'expérience qu'Arteta. C'est trop exagéré. Je ne suis pas en train de faire une comparaison. Mais je me dis aujourd'hui que c'est très facile d'accuser les joueurs parce que quand on vous donne quand même 22 joueurs, à vous, le coach, d'être un magicien. Mais si ces joueurs ne sont pas bons, vous faites comment? Mais on ne va pas dire que ces joueurs ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons, il faut le dire. Ils ne sont pas en forme. Avec des joueurs de cette tranche-là, c'est-à-dire des jeunes de cette tranche d'âge-là, on a vu Arsène Wenger a quand même soulevé une coupe. Attention, l'actuelle Première Ligue, c'est un véritable océan pour ces jeunes enfants. C'est un véritable océan, mais je pense que Arteta est en train de faire une journée de plus aujourd'hui sur le banc d'Arsenal. Pour vous, il doit partir. Il doit partir. Il devrait partir depuis très longtemps. Chelsea, 4e au classement, accueille la formation d'Aston Villa. On verra encore les prestations de Jorginho ou entre autres celles de Romelu Lukaku. Et dimanche, on aura en tout cas un match a priori très ouvert entre Leeds et Liverpool. Combien de buts à la fin? Point d'interrogation. La dernière fois, c'était en tout 7 buts. 4-3 pour Liverpool. Pourquoi vous êtes aussi méchant, mon cher Delanov? On aime les buts. On aime les buts. Ouais. On en parlera lundi dans l'émission Plateau Foot Europe sur votre antenne. Finish pour la Première Ligue. Et cette fois-ci, cap sur la nation des Cacazias, double champion d'Europe 2008 et 2012. Aquí está la Liga Española. Nous parlons du championnat d'Espagne avec le Real Madrid, Cerro, avec ce Real justement qui est leader de cette Liga qui sera face au Celta Vigo classé 18e. A priori, on doit faire le marché côté Carlo Ancelotti face à cette équipe galicienne. Sans doute, il faut faire le plein. D'accord. Avec le dernier, le Real aujourd'hui, selon Ancelotti, c'est pour gagner toutes les rencontres. Et je crois que l'effectif, il est déjà taillé pour, même s'il faut revoir surtout au niveau du comportement de certains joueurs.
le Real Madrid face au dernier, pour moi, il n'y a pas match si ce n'est aller encore une fois marquer beaucoup de buts parce que c'est ce qui est sous-côté du côté de cette attaque madrilène, même si on a Karim Benzema. Il faut un second attaquant qui, à l'inefficacité de Benzema, puisse réagir. Et ça manque au niveau d'Ancelotti. Il y a Mariano, non? Depuis que Mariano Diaz est là. Il y a une pertinence quand même, c'est que les Sud-Américains ne seront pas de retour tout de suite après cette énième journée des qualifs. Donc sûrement Vinicius Junior sera peut-être, on pourra dire absent. C'est sûr. Marcelo, Casemiro. Donc on pourra dire que Marcelo, lui, il est là. Marcelo, il ne joue plus. Depuis très longtemps. On pourra dire quand même que cet effectif-là peut faire l'affaire. Oui, cet effectif face au Celta, je crois que le groupe de Real Madrid peut faire cette affaire parce qu'il y a également Eduardo Camavinga qui a été présenté cette semaine et qui serait susceptible d'être déjà titulaire pour son premier match parce que c'est vrai, il y a les Brésiliens qui ne seront pas là, ou bref les Sud-Américains parce qu'il y a également Fede Valverde. Exact. Maintenant, face au Celta Vigo, je crois qu'il va falloir faire le plein comme Cero l'a dit tout à l'heure. Il faut se mettre en confiance tout de suite, marquer beaucoup de buts, dérouler, mais attention, un match de football demeure toujours un match de football parce qu'à tout moment, ça peut basculer. Ça peut être également un piège. Ça peut être également un piège, il va falloir être concentré de la première jusqu'à la 90e et puis réussir à marquer surtout un but de plus que l'adversaire pour engranger les 3 points. Ça a toujours été l'objectif d'un match. C'est important. C'est très important. Comment appréciez-vous l'arrivée de Camavinga et Eduardo? C'est une très bonne chose pour le Real aujourd'hui. On dit que. Et pour les joueurs d'ailleurs. Oui, à défaut du chien, on amène le chat à la chasse. Qu'est-ce que le chat peut faire? Le chat peut faire quoi face à un gibier? À défaut de vouloir recruter Kylian Mbappé, il fallait quand même prendre Eduardo Camavinga. Donc je pense que c'est un bon coup pour Florentino Pérez et tout le Real Madrid. C'est une très bonne chose pour le joueur parce qu'il l'a dit, il le rêvait depuis son enfance. Donc je pense que déjà Delanov l'a dit, le test pour lui sera face au Celta Vigo. Et moi je prends un match référence, le 22 mai 2017. Le Real peine à battre le Celta Vigo avant de s'emparer du titre de champion. Et donc, ce n'est pas aussi facile comme on le pense, le Celta Vigo, avec surtout son attaquant. Même si le classement est 18e, bon. Oui, même s'il est au 18e. Il y a du contenu quand même. Il a du contenu et aujourd'hui, il n'y a pas, Vous voulez parler de quel attaquant? Iago Aspas. Aucune victoire n'est acquise d'avance, surtout quand on prend ces équipes-là. Le Celta Vigo, le Villarreal, c'est vrai que c'est des équipes aujourd'hui qui font office d'équipe de seconde zone, mais qui n'ont pas aussi capitulé de sitôt. Donc, il faut quand même faire beaucoup attention, surtout que les joueurs d'origine sud-américaine ne seront pas présents, on les a déjà cités. Donc, il va falloir que le Real fasse beaucoup attention parce qu'un mauvais pas peut tout simplement basculer les choses à l'avenir. Donc, il va falloir faire beaucoup attention. D'autres matchs, dont celui du haut du tableau entre le FC Séville, 3e, face au FC Barcelone, 4e. On attend de voir exactement les prestations de Memphis Depay, qui est, on pourra dire, en feu avec la sélection batave tout récemment lors des éliminatoires du Mondial. La dernière question pour terminer avec la Liga, messieurs. Javier Tebas, le président de la Ligue, critique le Paris Saint-Germain, le qualifiant de club État. Quelle est votre réaction là-dessus? Club État, je ne dirais pas, parce que quand le Paris Saint-Germain prend trop de joueurs, dépense autant d'argent. Parce qu'ils ont les moyens. Il ne peut pas être d'accord. Qu'il va combattre le Paris Saint-Germain jusqu'à sa dernière goutte de sueur. C'est juste quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Il faut laisser la main libre. Pour vous, il n'a pas raison de dire ça. Il n'a pas raison parce que c'est un club qui vise, qui a des ambitions. Et quand vous avez de l'ambition, il faut les moyens. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a mis les moyens en recrutant des stars. Il faut laisser la main libre à ces joueurs-là. C'est le Qatar qui finance le Paris Saint-Germain, donc il n'est pas d'accord. Le Qatar finance le Paris Saint-Germain, mais pas seulement Paris Saint-Germain, toute la France entière. Delanov, rapidement, sur ce sujet-là. Vous savez, c'est la guerre des riches, tout simplement, parce que, vous savez, la Liga, entre-temps, c'était quand même Cristiano Ronaldo, c'était quand même Messi. En tout cas.
Et donc, ce sont des superstars qui attisent beaucoup plus et qui faisaient gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus de l'argent à la Ligue espagnole. Et aujourd'hui, on a vu que les deux vedettes sont parties. Surtout que dans quelles conditions Lionel Andrés Messi a quitté la Liga. Voilà, et donc je me dis tout simplement que oui. En quelque sorte, on peut dire qu'il a raison, hein, parce que quand on voit les investissements que fait le Paris Saint-Germain, il y a lieu de douter. Mais vous savez, c'est aussi ça, hein, le monde entier. Hein, la loi du plus fort. Voilà qui est dit. Fini pour la Liga espagnole. Plateau Foot Europe continue son tour des majeurs. Mettons désormais les voiles sur les terres de Sepp Maier, champion d'Europe 1972 et figure emblématique des années 70-80 du Bayern Munich. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Une affiche qui sera très intéressante pour le compte de la 4e levée de Bundesliga. C'est Leipzig qui a été, on pourra dire, désossé par le Bayern Munich. Justement, les deux formations se retrouvent. À quoi s'attendre dans cette partie, Vicente? C'est difficile aujourd'hui de voir le Bayern marcher sur l'Allemagne parce qu'il n'y a pas assez de concurrence. Le Bayern dépouille ses concurrents. Voilà, pour se faire de la place aujourd'hui. C'est de bonne guerre. L'hégémonie, elle est continuelle au niveau de l'Allemagne avec le Bayern de Munich, avec avoir arraché à Leipzig et Upamecano est parti. Sabitzer est parti. Julian Nagelsmann est parti. Ils sont encore sur un autre dossier au niveau de Thalmer. Voilà. Je pense qu'ils l'auront certainement. Donc aujourd'hui, le Bayern constitue tout simplement Hitler. Hein. Oui, c'est tout simplement le reflet de Hitler au niveau de l'Allemagne. Maintenant, ce match-là, c'est vrai qu'il y aura quand même 90 minutes à jouer. Donc, je pense que ce n'est pas quand même gagné d'avance. Parce qu'on connaît aussi le Bayern que il fléchit beaucoup plus parfois devant des équipes comme Leipzig, comme Hoffenheim et autres. Donc, voilà, ce n'est pas gagné d'avance. Sauf qu'il n'y aura pas vraiment Vous ne voyez pas beaucoup de buts dans cette partie? Non, pas beaucoup de buts, mais d'équilibre dans ce match. D'accord, donc pour vous, le Bayern part favori face à Leipzig. Voilà, il n'y aura pas trop d'adversité. Bon, si le Bayern gagne, ce sera quand même normal. Si le Bayern gagne, ce sera quand même une chose normale. Mais si c'est Leipzig, ce sera un exploit. Pourquoi pas? Exploit, je ne dirais pas, parce que ça a été toujours difficile pour Bayern de gagner, d'être à bout de cette équipe de Leipzig. Qui sait jouer au football. Sauf que Leipzig a perdu beaucoup ses talents. En tout cas. Il y a toujours d'autres qui sont là pour faire l'affaire. On attend juste les 90 minutes, mais je ne peux pas me mettre à les citer. Christopher Nkunku. Nkunku, il est là. De toutes les façons, c'est un joueur également. Si jamais on laisse une brèche, pourquoi pas, il pourra s'engouffrer et faire la différence. Autre match à suivre pour le compte de cette 4e journée de Bundesliga. Bayer Leverkusen, qui est 2e au classement, reçoit le Borussia Dortmund de Erling Haaland, qui, lui, ne fait que broyer tout sur son passage. Et puis, avec tout ça, il dit qu'il ne marque pas assez. Hein. Oui, c'est ça. Il n'est pas... j'aime cette mentalité. Non, mais c'est bien, parce que là, il se dit, tiens, il a une grosse marge de progression. Il ne se fixe pas de limite. N'est-ce pas? Il ne se fixe pas de limite. Sky is the limit pour lui. Tout simplement. Et je crois que c'est une très bonne chose, parce que pour s'inscrire tout simplement dans la durée, pour ancrer son nom dans l'histoire de ce football moderne-là, il va falloir faire plus que tout ce que d'autres sont en train de faire. Et je crois que Erling Haaland, il est tout simplement sur la bonne voie. Oui, il y a d'ailleurs une statistique qui dit que pour atteindre les buts de Cristiano Ronaldo, il va falloir qu'il marque 40 buts par saison. Pendant 15 ans. C'est énorme. Vous voyez déjà le calcul. Du moment où il quittera Dortmund, il va rivaliser avec Cristiano Ronaldo. Ah bon? C'est un joueur, un attaquant qui est mal entouré. Ah, d'accord. Pour vous. Non, moi, je ne pense pas. On ne va pas parler de concurrence entre Haaland et Cristiano. La concurrence, il ne parle pas de concurrence, mais d'arriver à leur niveau. Oui, c'est un joueur qui a cette ambition-là d'être au niveau de Cristiano et autres. Là, quand vous avez des Cristiano, 36 ans, Messi, 34 ans, lui, il a 21 ans. Donc, regardez ce qu'il fait déjà. En 25 ans, il peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. S'il est bien entouré, s'il est dans un bon club. Vous insistez là-dessus. Ce n'est pas une question d'être bien entouré. On l'annoncerait au Real. Moi, je pense que c'est une question de discipline et de constance
au fil des années. Mais aussi le choix d'une bonne équipe. Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tout simplement épaté le monde entier avec leur constance sur plusieurs années. Et la question qu'on se pose, dans de bons oui, clubs évidemment, également. avec des régimes bien déterminés. Mais la question qu'on se pose est sur Erling Haaland et Kylian Mbappé aujourd'hui peuvent aussi être constants sur plusieurs années. Toute la question, voilà. On attend de voir. Ça reste une interrogation. Oui, Erling Haaland, on rappelle qu'il a 21 ans, mais il fait des choses extraordinaires déjà à son âge. Ah oui, fertiche pour la Bundesliga. Nous parlons désormais du football au pays de Dino Zoff, lauréat de l'Euro 1968. Benvenuto Calcio Italia. La Serie A italienne, le 3e chapitre, Milan AC, Lazio Rome, le 4e face au 1er. Alors là, il y a match également. Hein? Oui, il y a match, il y a forcément match. On sait que voilà, c'est un championnat qui aujourd'hui a perdu un peu, 50% d'attraction. Vous l'avez dit, l'étoile est partie. Oui, l'étoile est partie, sans oublier Romelu Lukaku également. Mais on a toujours cet ADN-là avec les Italiens eux-mêmes dans ce championnat, ce qui fait la force de la Squadra Azzurra aujourd'hui, l'équipe nationale italienne. Donc, on va encore suivre un très bon match. Vivement que Milan, pour cette année, essaie de confirmer. Parce qu'on a vu une équipe milanaise la saison dernière reprendre, mais arrivé à un moment donné, il n'y avait pas cette constance-là au niveau de la victoire. Mais la bonne nouvelle quand même pour le Milan, c'est d'être en Ligue des Champions cette année. Hein. C'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Oui, mais il faut maintenir le cap. Et maintenir le cap, c'est passer par les victoires en championnat. Je crois que l'effectif déjà est acceptable pour aller concurrencer les cadres qui sont là, Juventus, Inter Milan et Napoli. Et puis, intéressant également, c'est qu'il y a une nouvelle vague d'entraîneurs, de jeunes entraîneurs italiens, notamment le frère de Pippo, Inzaghi. D'abord, la classe quand il est habillé, sa façon de travailler, son projet de jeu. Suivez les matchs justement de cette équipe-là. C'est très difficile. Pardon? D'aller suivre les matchs de l'Italie. Mais est-ce que c'est difficile de suivre les matchs de Mourinho? Non, pour moi, non. Mourinho? Peut-être, mais pour un fan, c'est compliqué parce que voilà, ça fait quand même très longtemps que l'Italie n'a plus vendu son championnat. Maintenant que Cristiano Ronaldo est reparti, ce sera quand même difficile pour les fans, mais il y a quand même Mourinho, il y a Zlatan Ibrahimovic, il y a Olivier Giroud, il y a Abraham Tami, il y a Franck Kessié, l'Africain, le Ivoirien qui est là, Yannick Kessié qui est là, donc il y a Osimhen également. Osimhen, merci beaucoup, le Nigérian. Qui revient tout simplement de cette sanction-là, lui a infligé après son carton rouge. La sanction a été réduite, donc ce qui va lui permettre quand de jouer face à la Juventus de Turin. Justement, Napoli-Juventus. En tout cas, sur le terrain, ce sont de belles équipes. Hein. Oui, ce sont de belles équipes, hein, mais à côté, il y a une vieille dame qui est en train de perdre sa canne parce que depuis 9 ans, c'est la Juventus de Turin qui fait sa loi de l'autre côté avec sa canne, mais qui continue de dire aux autres équipes faites doucement. Mais sur les 2 dernières saisons, on pourra dire que la Juve a trouvé des sacrés clients sur son chemin. Oui, sur ces 2 dernières saisons, n'eût été la présence de Cristiano Ronaldo, hein, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. N'eût été la présence de Cristiano Ronaldo, on sentait véritablement que c'était une équipe qui ne se retrouvait véritablement pas déjà dans la production de jeu. Et puis, côté efficacité, il faut voir Cristiano Ronaldo qui sort de nulle part et avec un coup de tête, hein, avec un saut de 2 mètres et plus de 3 mètres de hauteur. Cristiano, on l'a vu, le monsieur a quitté les navires et on voit que depuis 2 journées, c'est une équipe qui n'arrive pas à gagner. Qui peine véritablement, même s'il y a Paolo Dybala, Quadrado et puis l'Italien là qui a fait mal à l'Euro. Oui, Chiesa. On sent véritablement que il y a des jeunes joueurs qui ont quand même envie de faire quelque chose. Il y a quand même Moïse Kean qui est revenu à la maison. On le leur souhaite qu'il retrouve véritablement l'efficacité devant les buts parce que dans cette rencontre-là, il va falloir faire parler son efficacité parce que de l'autre côté, du côté de Napoli, il y a également Victor Osimhen qui sort d'une trêve internationale avec un
un but également avec la Super Eagles. Je crois que moi, je souhaite tout simplement bonne chance à l'Africain. Pourquoi pas. Et la Juventus qui est actuellement 15e après certes deux journées. Il reste encore beaucoup de choses à l'arrivée. Ça fait sourire Vicente. Et puis le dernier match, ce serait la Sampdoria de Gênes, 14e au classement, qui reçoit dans son antre une certaine équipe nommée l'Inter Milan d'un certain Brozovic. On attendra de voir exactement les résultats de ces matchs et on en parle lundi, sans oublier la rencontre de la Roma, 3e au classement, de José Mourinho face à Sassuolo. C'est bien terminé pour la Serie A italienne. Autre destination, le pays de Fabien Barthez, vainqueur de l'Euro 2000. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous nous intéressons justement au Paris Saint-Germain, New Look. À quand les débuts de Sergio Ramos avec cette formation parisienne? Beaucoup de questions autour de l'international espagnol. Alors, Vicente, il est toujours annoncé incertain dans le groupe du Paris Saint-Germain. C'est vrai que le PSG joue ce samedi déjà face à Clermont Foot. Qu'est-ce qu'il se passe autour, justement, de Sergio Ramos, que vous connaissez très bien, l'ancien du Real Madrid? Oui, c'était déjà prévu, d'ailleurs, depuis la fin de la saison dernière, que les débuts de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain s'apparenteraient au retour de Jésus-Christ. Donc, ça va beaucoup prendre de temps parce que la fois dernière, il a encore pris un coup au mollet. Et donc, c'est aujourd'hui très difficile de fixer une date pour le retour de Sergio Ramos. Mais le Paris Saint-Germain a élaboré un communiqué officiel qui dit que Sergio Ramos sera absent face au Clermont Foot et apparemment face au FC Bruges en Ligue des Champions. Donc, susceptible de revenir le 22. Oui, si possible, parce qu'on ne sait pas encore la disponibilité ou la latence de cette blessure-là. Et donc, il va falloir que les fans de l'évolution. Évidemment, que les fans de ce côté-là patientent encore beaucoup plus. Parce que on a vu Hakimi, Wijnaldum, Messi. On a déjà vu tous les autres joueurs. Il reste Donnarumma et Ramos. Et donc, on va patienter encore, d'autant plus qu'on connaît l'homme, on connaît le joueur, avec tout ce qu'il a acquis dans sa carrière, le palmarès qu'il porte. Je pense qu'il va revenir très fort et faire plaisir aux fans parisiens. Sergio Ramos, il est très attendu du côté de Paris Saint-Germain. On attend de voir et surtout cette équipe parisienne qui sera handicapée de plusieurs internationaux sud-américains, même si Verratti, l'Européen, lui également ne sera pas là, tout comme Kylian Mbappé. On suivra la prestation de cette équipe-là, sûrement qui va avoir une coloration un peu bis face à Clermont Foot. Bizarre, je ne dirais pas, parce que quand vous prétendez être un club parisien qui joue sur plusieurs tableaux, il faut avoir la profondeur de banc. N'est-ce pas? Même si on aimerait avoir tout le monde à la disposition, on a un retour d'Icardi et de Mbappé à l'entraînement ce matin. Je crois qu'on a déjà la profondeur de banc au niveau de Paris Saint-Germain face à Clermont. Quand on prend l'équipe Clermont, c'est pas tout à fait ça au Clermont niveau... est actuel 3e, après 4 journées. Oui, on refuse pas. Ils sont dans de bonnes progressions. Avec Auriol Busquets au milieu de terrain. D'ailleurs, Marseille. Merci. Pourquoi? Ah, d'accord, je comprends. Allez-y. Il m'a fait perdre le fil de votre pensée, tout simplement. Et on enchaîne avec Marseille, justement, qui joue face à Monaco. Il y a un gros match en perspective. Un gros match, 5e contre le 14e, 3 points d'écart. Marseille est sur la bonne dynamique avec la solidarité et le collectif surtout de l'équipe. Je crois que Sampaoli a inculqué cette gagne-là à ses joueurs de Paris. Malheureusement, on aura l'absence du maître à jouer l'homme en forme, Dimitri Payet, et en défense également Gonzalo. L'ascension qui a fait parler d'elle comme cela au niveau de cette équipe marseillaise. Mais je crois qu'il y a des joueurs qui peuvent faire l'affaire parce que le Monaco, mis à part Sidibé et Maripane, qui sont blessés défensivement, cette équipe aussi ne convainc pas en tant que telle. Niko Kovac, qui aujourd'hui a beaucoup plus de difficultés à mettre un système en place. Ben Yedder est toujours transparent. Il n'a pas encore marqué cette saison avec déjà 4 journées. Donc pour moi, c'est le favori,
Marseille part favori sur cette partie parce que l'équipe avec déjà cette envie-là, on va remporter face au Monégasque. Je suis très très pessimiste par rapport à cette équipe monégasque parce que... Pour vous, Marseille gagne. Marseille gagne, mais attention, parce qu'on a une équipe monégasque qui a aussi des joueurs qui peuvent faire... Non, j'apprécie quand même son il faut être franc. d'objectivité. Marseille a toujours connu le haut et le bas. Voilà. Dans ce championnat. C'est ça la caractéristique marseillaise. On est privé aujourd'hui. Marseille a connu le haut et le bas. On va avancer avec justement ces sanctions qui sont tombées après le drame Nice-OM. Et l'on parle de Dimitri Payet sanctionné 1 match avec sursis. Alvaro 2 matchs. Comment vous jugez, vous appréciez justement la qualité de ces sanctions de la part de la LFP? Vous savez, du côté de la commission de discipline, moi, justement. Je crois tout simplement qu'ils ont voulu que tout le monde en prenne pour son compte, parce qu'on avait déjà parlé de ce sujet ici. Oui. On l'avait bien dit, il ne valait pas la peine pour que Dimitri Payet, même si il avait reçu 70 gobelets, il ne devait pas répondre, il ne devait pas réagir. Mais Nicolas Nelka dit s'il était à sa place, il aurait fait pire. C'est quand même lui ça, mais il y a quand même les lois de jeu le disent tout simplement. Oui. Même quand vous êtes taclé sévèrement, vous n'avez pas le droit de se faire justice, de retorquer. Maintenant, c'est fait, les sanctions sont là, il va falloir les purger tout simplement. Et celui qui a reçu le plus gros dans tout ça, c'est quand même l'adjoint de Sampaoli, qui est sanctionné jusqu'à la fin de la saison. Je crois que là également, il va falloir mettre un peu de l'eau dans le vin de ce côté-là. Mais attention, c'est ça aussi le football. Les lois sont faites pour être respectées. Respectez-les et puis derrière, vous êtes libre. On attend de voir, puisqu'on parle d'une sanction qui prend effet à partir de lundi. Ouais. On attend de voir exactement si Marseille Alvaro et Payet vont être dans le groupe. Qu'il fera appel par rapport à cette sanction qui pour moi a été... Mais curieusement, les joueurs niçois, il n'y a personne qui soit quand même sanctionné. Comment vous l'expliquez, messieurs? La situation, c'est qu'il n'y avait pas tout de suite un joueur qui est impliqué au début, parce que les projectiles venaient du public. Oui. Et donc, je crois que c'est Dimitri Payet qui est le premier joueur. Cette partie de la tribune qui est sanctionnée également par la commission de discipline. Et je crois que oui, c'est vrai. On pouvait dire que l'OM est un peu lésé par rapport à ces sanctions. Même les images des caméras n'ont rien montré par rapport aux joueurs. C'est la grosse. C'est quand même assez extraordinaire. Avec tout ce qu'on a vu là. Tout ce qu'on a vu, exactement. Mais par rapport aux joueurs niçois, je pense qu'il n'y a pas de joueurs niçois qui soient impliqués individuellement. D'accord. Voilà, voire directement. Dans cette affaire-là. Voilà, les gobelets, les projectiles ont été jetés sur Payet qui a réagi face au public, et donc on a vu à peu près l'imbroglio que cela a causé. Maintenant, par rapport aux sanctions, moi je pense que c'est quand même assez dur. Surtout pour l'adjoint de Sampaoli qui écope d'une sanction jusqu'au 30 juin. C'est pire qu'à la fin de la saison. La saison peut finir en mi-mai, même fin mai. Mais lui, il est toujours sanctionné après. C'est quand même extraordinaire. Oui, sérieusement, c'est extraordinaire. Mais justement, la réponse que Marseille doit donner à la LFE, je pense que c'est sur ce match contre Monaco. Gagner et continuer la marche en avant. Avec la manière et continuer la marche en avant. Sauf qu'aujourd'hui, c'est deux clubs qui se sont beaucoup plus diminués par rapport au prestige, par rapport aux exploits. Exactement, les présences au niveau des Ligues des Champions et Ligue Europa. Évidemment, la présence de Niko Kovac aujourd'hui à Monaco, on a pensé que Monaco allait tout simplement guérir de ces
ces mots, mais c'est encore beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il est arrivé avec un projet de vouloir injecter les jeunes. Il a mis au banc Fabregas, les volants et tous les autres au banc. Et il a quand même promu Tchouaméni. Il y a Ben Yedder qui est toujours là en forme. Mais voilà, ça ce qui est bénéfique pour on attend de voir. De toutes les façons, Marseille, le match sera rejoué. Donc, oui, on attend. On parle également de match à rejouer. Il faut dire que Marseille est quand même le favori. Par défaut. Non, pas défaut. Messieurs, on va avancer. En réalité, on va parler de Lyon face à Strasbourg. Lyon. Pourquoi Lyon? Parce que nous avons un compatriote là-bas qui s'appelle Malcolm Barcola, qui figure dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue Europa. Et Thierry, ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour le foot togolais, quoi qu'on dise. Oui, une bonne nouvelle. D'abord pour le joueur lui-même, Barcola, parce que nous rappelons que c'est un gardien de but. C'est un gardien qui a toujours gardé la gardien tête titulaire des Éperviers à l'heure où nous parlons. Voilà. Il a été tout simplement... Il n'est pas au banc au Togo. Allez-y, Serrault. C'est très important. Merci de le souligner. Il a été tout simplement remercié par son travail quand vous êtes sélectionné en tant que gardien de l'équipe lyonnaise. Oui. 3e gardien, c'est juste parce qu'il a eu à travailler dur. Arrivé là, je dirais qu'il doit toujours garder ce cap-là parce que prétendre être titulaire dans un club européen, il faut avoir cette trempe-là. Et aujourd'hui, d'autres gardiens africains l'ont déjà démontré. Donc, à lui maintenant de prendre toujours la tête très haute et pouvoir aller chercher cette place-là. Au niveau de l'équipe nationale, il est toujours là, indiscutable. Donc, ça reste à revoir, surtout au niveau du travail, et pourquoi pas. Et on ne peut que lui souhaiter le meilleur parce qu'il a toutes les qualités pour gravir les échelons au niveau de cette équipe de l'Olympique lyonnais. Lopez qui est le titulaire, Barcola qui est secondé, qui est le second, et puis un certain Paul Esberg qui est le 3e gardien. Donc on voit déjà la hiérarchie côté lyonnais. Et puis il est quand même entouré des joueurs de qualité. Toko Ekambi, Reine Adélaïde, Kadewere, Slimani, Ndiaye Boateng qui est arrivé. Côtoyer ces joueurs-là, mine de rien, ça vous apporte de l'expérience au fil des jours et des mois. Naturellement, quand on a vu, même si certains n'ont pas pu véritablement profiter de ces compagnies-là au plus haut niveau, je crois que qu'aujourd'hui, Malcolm Barcola doit tout simplement se frotter les mains parce que vivre ou bien être dans un vestiaire avec Boateng, c'est quand même un champion du monde. C'est quand même un champion du monde. Et, donc aujourd'hui, il faut côtoyer ces joueurs-là et leur dire également coulisser comme ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'évoluer au plus haut niveau. Et je crois, on lui souhaite quand même bonne chance pour la suite de sa carrière parce que il est très jeune. Oui. Il est jeune, mais il a beaucoup de qualités également. Il a démontré encore avec ses 2 derniers matchs avec les Éperviers du Togo. Exact. On lui souhaite tout simplement qu'il ait beaucoup plus de temps de jeu, même si on sait que devant c'est quand même un très grand... On parle d'un joueur, d'un gardien de 22 ans. Donc il a beaucoup d'années devant lui. Beaucoup d'années 30 secondes mon cher. Il a une marge de progression assez large, mais depuis le départ de Agassa Kossi de la Ligue 1, il n'y a plus ce gardien-là de cette trempe. Qui représente le 228. Qui représente les 228. Parce qu'il y a eu des Mendy et voilà, quand on parle de l'Afrique. Mais au Togo, on a encore du mal à avoir ce gardien-là digne de ce nom dans ce championnat. Aujourd'hui, il a une fierté tout simplement pour le 228. Vous aimez les L, hein? Oui, il est venu aujourd'hui avec elle. Donc, on lui souhaite bonne chance pour la vivement. suite. Vivement. Pourquoi pas? Bonne chance à Malcolm Barcola, le portier, on pourra dire, numéro 2 de l'Olympique lyonnais à partir de cette saison. Beaucoup de chance et beaucoup de courage à toi. Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette randonnée footballistique européenne. Et Thierry Tinguet, quelques personnes à saluer. Oui, je pense à Edmond depuis le Grand Marché avec toute sa bande qui nous suit tout le temps. Ah, super. Bonjour à toi, Edmond. Oui, bonjour également à tous ceux-là qui ont reconnu la voix. Vous n'avez pas besoin de saluer une L, hein? Non. Okay. Non, une L, si ce n'est encore une fois bonne guérison à ma maman, c'est tout. Maman, sois forte. Beaucoup de courage. Que le Seigneur t'assiste. Mon cher Vicente. Je salue aussi ma maman. De passage, je salue tous ceux qui nous ont suivis. Voilà.
Delanov, ouais, naturellement, hein, tous ceux qui nous ont suivis, Armel Ouaba et surtout la plateforme Barça Forever. Ah oui, ils sont là, très nombreux à vous suivre. C'est un jour spécial pour Ezekiel Ayataï, oui, un ancien de PFE. Là où tu te trouves, on te souhaite tout le meilleur de la part du Très-Haut. Coucou spécial à Léonce Bati, à Mustapha Alassani, Edouard Agbetou n'est pas oublié. Nous saluons également Félix Walla, Yahya Lenli, Sewa, Joël Aïe, tout comme Yvette Clousset, Fifia Sobavi et puis Evelyne Benedji, tout comme Sergine Raimondo. Merci Elom Adovon. La vidéo de l'émission est à retrouver sur sportfmtg.com et sur YouTube. Sa Majesté Pélagie Mekoum, mille merci à toi. On se donne rendez-vous lundi, messieurs, avec le même plaisir et le même enthousiasme le mardi, de vous servir. Le mardi, c'est le retour de la Ligue des Champions avec nos partenaires de Canal+. Bonne journée de vendredi, bonne fin de semaine, à très bientôt. Ciao, ciao.